donc on est assez fiers et heureux avec Marwan ici présent, qui est chercheur dans la chaire des transitions, qui est la première chaire, il y en a deux, de l'Institut d'études avancées. Pour ceux qui sont déjà venus ici, vous savez ce que c'est qu'un institut d'études avancées. Un institut d'études avancées, c'est un espace singulier, particulier, où se croisent différents types de chercheurs. D'une manière générale, des chercheurs qui travaillent en ce qu'on appelait jadis sciences dures, ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui sciences de la nature, et des chercheurs en sciences humaines et sociales, allant de la philosophie jusqu'à la sociologie, l'anthropologie et même l'histoire de l'art, l'archéologie et toutes ces choses-là, et avec des artistes qui sont dans le monde de la culture, le monde des cultures. Et le fait de faire croiser ces différents types de populations dans un espace de vie privilégié et de les décharger de leurs obligations habituelles, eh bien, ça leur permet de faire des découvertes exceptionnelles, puisque quand on est dans un espace de vie qui est exceptionnel, eh bien, on a tendance à devenir plus exceptionnel. En général, ce sont des gens qui n'ont plus à faire preuve de leur capacité parce qu'ils l'ont déjà fait par ailleurs. C'est pour ça qu'il y a quand même assez peu d'instituts d'études avancées dans le monde. Il n'y en a pas pour l'instant dans le monde arabe, à part celui-là, et puis certains qui sont en cours d'élaboration. On a choisi un thème, et c'est pour ça qu'il y a ce thème central qui est le thème même de la chaire des transitions, qui est le thème des transitions. Pour plusieurs raisons. D'abord, une raison qui est singulière à l'université l'UM6P, puisque l'UM6P est né de cette idée de transition. Il y a un mot qu'on aime bien ici, il y a deux mots qu'on aime bien à l'UM6P. C'est le mot écosystème et le mot ADN, l'ADN de l'université. Bon, ben, l'ADN de l'université, on peut dire dans un sens que c'est l'idée de transition. Alors au départ, c'était transition agricole, puisque comme vous le savez, c'est une université qui est assez proche de l'Office chérifien du phosphate, qui est l'OCP, qui est la plus grosse entreprise marocaine et qui a voulu investir dans justement la transition. Alors, au départ, c'était un espace de formation, et puis petit à petit, ça s'est élargi, et ça s'est élargi jusqu'aux sciences humaines et juste à cet institut d'études avancées. À l'intérieur de cet institut d'études avancées, je vous dis, il y a deux chaires, et il y en a un qui porte vraiment justement sur, cette fois, l'ADN pile de l'IS, c'est les transitions. Alors, c'est pour ça que ce séminaire, il est central, il est très important. Et si on a mis une chaire, c'est pour qu'il y ait des chercheurs aussi qui sont des chercheurs à temps complet, qui sont toujours là. Ce que ne peut pas avoir normalement un institut d'études avancées, du moins un institut d'études avancées normal. Et pour qu'il y ait aussi une dimension qui ne soit pas seulement recherche, mais pédagogique, voire enseignement, voire diffusion, d'où le séminaire. D'où ce séminaire. Et donc le séminaire central de la chaire des transitions, ce sera ce séminaire qui s'intitule « Penser les transitions ». C'est un peu comme une sorte de conférence inaugurale du séminaire que nous allons encadrer avec Marwan Jawa, qui est postdoc, chercheur à la chaire des transitions et qui a fait son travail, un travail assez exceptionnel, il fait une thèse de doctorat sur la multiplicité des mouvements transhumanistes. Alors que souvent, ce qu'on sait du transhumanisme, c'est le transhumanisme. On imagine que c'est quelque chose d'unique et on est soit pour, soit contre. Surtout en France, on aime bien être pour ou contre. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison d'être pour ni d'être contre. Par contre, il y a des raisons de comprendre que c'est un mouvement tellement multiple que ceux qui sont à l'intérieur du mouvement transhumaniste sont parfois plus opposés que ceux qui sont supposés être anti-transhumanistes. Parce qu'il y a des transhumanistes sociaux, il vous expliquera ça, des transhumanistes sociaux, même il y a des transhumanistes qui sont presque marxistes, qui sont pour l'usage de la technologie pour étendre au contraire le social, donc ils sont à l'opposé du transhumanisme version Elon Musk, par exemple. Donc il y a une multiplicité de choses et qui sont à explorer et qu'il explore, mais il fait beaucoup d'autres choses, bien sûr. Donc, pour inaugurer ce séminaire, on est aussi content de vous faire part de ce livre qui est sorti, si je ne m'abuse, Saad, quasiment, c'est-à-dire la semaine dernière. Ça a été imprimé la semaine dernière. On y a travaillé pendant assez longtemps. Marwan Jawa était, pour ainsi dire, à la fois la cheville ouvrière et la cheville cérébrale de ce bel ouvrage, qui n'est pas un acte de colloque, puisque le thème de la Semaine de la Science, qui est l'événement phare de l'UM6P, l'événement annuel phare de l'UM6P, l'année dernière, pas cette année, mais l'année dernière, c'était les transitions.
Et donc c'était une manière aussi de lancer un peu l'IS, de le faire connaître, de faire connaître aussi la chaire des transitions. Donc je l'avais coordonné, je l'avais plus ou moins été, on pourrait dire, une sorte de directeur scientifique de cette semaine de la science, et j'avais promis à ce moment-là que ça ne serait pas une sorte de colloque, un événement comme les autres, c'est-à-dire un événement qui resterait sans suite, mais c'est un événement qui serait l'occasion, un séminal en quelque sorte, de faire pousser un livre blanc, le livre blanc des transitions. Ça veut dire qu'on n'allait pas faire un acte de colloque en allant demander aux intervenants de nous donner le énième papier qu'ils avaient préalablement écrit ou qu'ils allaient écrire de façon assez froide et assez artificielle. En gros, les actes de colloque, pour le dire clairement, le nombre de lecteurs d'un acte de colloque, il est à peu près équivalent, voire inférieur au nombre de gens qui écrivent dans des actes de colloque. Donc, ce qui n'est pas terrible. Donc l'idée, ce n'est pas seulement d'écrire, pas seulement donner des articles, mais c'est aussi d'être lu. Par conséquent, le travail qui a été fait là, ce n'est pas de répercuter de façon passive ce qui a été dit, mais de réécrire pour synthétiser et montrer ce qui a été apporté dans toutes les directions, reclassé, etc. Donc c'est un travail de reclassement qui en fait un livre à part entière, qui est classé sur les différents types de transitions. En plus, c'est un livre qui a une caractéristique, c'est que vous avez vu qu'il y a une date, on a mis 2024 pour dire en l'état, c'est ce que c'était. Voilà les différentes orientations, que ce soit transition, les différents types de transitions technologiques, les différents types de transitions sur le plan climatique. Mais le climat, c'est un système, donc ça englobe le sol, ça englobe le sous-sol, puisque comme vous le savez, c'est le sol qui capte le carbone, qui capte un certain nombre de choses, donc c'est vraiment cyclique. Les transitions en termes de matériaux, les transitions en termes de pensée, les transitions en termes culturels, enfin toutes les formes de transition possibles et imaginables, du moins quand je dis imaginables, celles que nous avons pu imaginer, mais ce n'est pas exhaustif. Ce n'est pas exhaustif non seulement parce qu'on n'a peut-être pas tout imaginé à ce moment-là, mais ce n'est pas exhaustif non plus parce que ce n'est pas complet et c'est volontairement incomplet. Autrement dit, un livre blanc, c'est fait pour être complété et pour être le cœur d'un travail permanent. Et ce travail permanent suppose une publication qui est une publication papier que nous avons là, mais qui servira de base et qui sera ensuite exploitée pour être enrichie au-delà de cette semaine de la science qui portait sur le thème des transitions. Autrement dit, ça veut dire qu'on va le publier aussi de façon numérique et peut-être une fois tous les 2, 3, 4 ans, hop, on aura à nouveau une version papier qui sera à chaque fois enrichie. Donc c'est vraiment un livre blanc, c'est un livre qui est élastique, c'est un livre qui est protéiforme, c'est un livre qui est destiné à permettre une créativité, permettre une ouverture. Ce n'est pas un livre fermé, en quelque sorte. C'est vraiment ça, un livre blanc. C'est pour ça qu'on dit que c'est blanc. C'est blanc parce que c'est ouvert. Les couleurs ne sont pas encore déterminées, on peut chaque fois ajouter, cumuler. C'est vraiment un outil, en fait. C'est un outil in progress, c'est un outil dynamique. Donc là, vous avez donc la première version que nous avons là. Donc le séminaire, il est comment dire, intimement lié à ce livre blanc. Et il est intimement lié à sa progression, c'est-à-dire que ce sont des outils qui sont supposés s'alimenter mutuellement. C'est à ça que sert ce séminaire, le séminaire de penser les transitions. Donc là, aujourd'hui, ce sera effectivement Marouane et moi qui allons en quelque sorte lancer cette dynamique. Mais pour tout dire, on compte sur vous pour la discussion, parce que ce qui compte, c'est la discussion. Et d'ailleurs, je pense que dans les séminaires de l'IS, dorénavant, on donnera comme directive aux intervenants de ne pas parler si longtemps que ça pour permettre ensuite un vrai débat, un débat qui ne sera pas seulement constitué, comme on dit habituellement dans les colloques, de « est-ce que vous avez des questions ?» C'est quelque chose qui m'énerve fondamentalement, parce qu'il y a des gens, moi le premier en général, je n'ai pas spécialement de questions, mais j'ai envie de dire quelque chose. Et vous remarquerez que c'est souvent le cas. Et donc souvent, d'ailleurs, ceux qui sont dans le public, ils finissent par maquiller leur envie de dire quelque chose dans une pseudo-question qui n'est pas vraiment une question. Donc là, ça sera clair. Ce ne sont pas vraiment des questions, on peut poser une question, mais c'est pour élaborer quelque chose ensemble. Et même à la limite pour participer au livre blanc ensemble, puisque je crois que la question des transitions nous touche tous. Et donc c'est une manière de créer, de faire ce que Hegel appelle une synthèse. Je vous rappelle qu'une synthèse n'est pas, contrairement à ce que croient la plupart des étudiants à Sciences Po, voire à l'ENA, un résumé. Un résumé, c'est quelque chose où on limite. Une synthèse, c'est quelque chose où on dépasse. C'est la définition de la synthèse. C'est très différent. C'est-à-dire qu'on a l'opposition entre deux idées. On dépasse par une troisième idée qui permet de rendre compatibles les deux et de s'orienter vers quelque chose auquel on n'avait pas pensé au départ.
C'est ça la définition réelle d'une synthèse. Encore une fois, une synthèse n'est pas un résumé. Un résumé, c'est on rabote. Une synthèse, c'est on ajoute quelque chose auquel on n'avait pas pensé et on passe à un autre niveau chaque fois. En fait, on pourrait dire déjà qu'on transitionne, justement, du point de vue des idées. Alors, ça me permet d'embrayer sur ce qui constitue chaque fois l'ouverture d'un grand cycle ou d'un grand séminaire, c'est la question des définitions. Alors ça, pour ceux qui m'ont déjà écouté, il n'y aura rien de nouveau, rien de spécialement nouveau, à moins que j'ai une intuition au moment de parler, ce qui est possible, parce que parfois, c'est des choses qui viennent. Mais il faut définir ce que sont les transitions, ce qu'est une transition. D'abord, vous avez remarqué le pluriel. Le problème, c'est que souvent, on parle de transition au singulier. Et on dit, c'est la transition écologique, etc. En fait, non, il y a une multitude de transitions. Donc, ce qu'on a voulu aussi, nous, c'est vraiment que ce soit au pluriel, que ce soit multiple. Ensuite, quand on parle de transition, il y a les transitions en tant que telles, qui est une question hautement scientifique, une question de physique et de chimie au sens le plus, et même une question mathématique très profonde, sur laquelle je vais revenir en donnant quelques petites définitions, sur ce qu'est ce qu'on pourrait appeler même le mystère des transitions. Et deuxièmement, il y a en quoi cette question des transitions concerne en particulier cette espèce dont nous faisons partie, qui est l'espèce humaine. Et en quoi c'est fondamentalement d'actualité, en particulier dans notre société aujourd'hui, pour qu'on arrive à en parler autant. C'est les deux points. Donc le premier point, pour une définition qui est relativement rapide, mais que j'ai répétée et archi-répétée, mais je crois que la pédagogie, avant les pédagogues, on les appelait des répétiteurs, et ce n'est pas pour rien, donc ce n'est pas si mal de répéter. Une transition en particulier au sens essentiel du terme, comme quand on parle en physique de transition de phase, j'y reviendrai, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'un équilibre de la matière qui serait solide à un équilibre qui serait liquide, à un équilibre qui est gazeux. Donc la transition au sens le plus basique possible, et c'est valable ensuite pour les transitions au sens social, c'est pour ça que c'est intéressant de garder ça à l'esprit. Ce n'est ni une évolution, je l'ai répété 100 fois, ni une cassure. Et pourtant, c'est un peu des deux. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas ce que c'est qu'une transition, et on fait comme certains de mes amis que j'aime bien pourtant, qui disent « ouais, mais on pourrait mettre évolution, mutation, etc. » et on mélange tout dans le même sac. Non. Transition, ça signifie quelque chose de particulier. Transition, déjà à la base, c'est comme le mot transcendance, c'est passer à travers, donc aller au-delà de quelque chose. Et ce n'est pas donné a priori. C'est pour ça que je disais que ça relevait plus de ce qu'on appelle une synthèse, par exemple, même une synthèse chimique, au sens chimique du terme. Donc, je disais, c'est ni une évolution, ni une cassure à proprement parler, et pourtant c'est un peu des deux. C'est qu'une transition, elle suppose quand même une évolution, mais ce n'est pas suffisant. Et elle suppose une cassure, mais ce n'est pas suffisant non plus, parce que la cassure, elle vient malgré tout pas de nulle part. Mais c'est une cassure. Et l'image que j'aime bien donner habituellement, c'est l'image d'un vase qui est en équilibre. Donc il est en équilibre, et donc on le remplit de liquide, mais l'équilibre se maintient. Donc il y a une évolution, mais l'équilibre se maintient. Il y a une évolution puisque je rajoute de l'eau, je rajoute de l'eau, je rajoute de l'eau, donc c'est sur un fil. Ça se maintient, ça se maintient, ça se maintient. Encore. Et puis à un moment donné, la dernière goutte fait pouf, ça se renverse. Donc il y a une cassure. La cassure, elle ne vient pas de nulle part puisqu'il y a eu une sorte de remplissage qui est évolutif. Mais en même temps, l'évolution, elle évolue à un moment donné et pouf, c'est plus la même chose puisque ça s'est renversé. Il y a encore une soixantaine d'années, du point de vue même des sciences dites fondamentales et des sciences de la nature, la seule chose qui importait, c'était de comprendre les différentes strates observables de la nature telle qu'elle nous est donnée face à nous. Par exemple, la nature au sens des molécules, la nature au sens du monde atomique, la nature, si on est sociologue, au sens du monde social, parce que ça fait partie de la nature. Hein. La nature au sens des lois de l'astrophysique qui sont régies par la force gravitationnelle, en partie. La nature à différents niveaux. La nature des macromolécules qui deviennent des molécules vivantes, ce qu'on appelle les organismes.
donc la biologie, la physique, comme différentes strates, mais qui étaient considérées comme étant en quelque sorte autonomes, avec leurs lois propres, ce qui est vrai, elles ont leurs lois propres. Et donc la science, elle s'est essentiellement focalisée sur ces différentes strates, en se spécialisant de plus en plus, des strates dans les strates, dans les strates, dans les strates. Donc on a parlé, par exemple, de biologie moléculaire, donc la biologie au sens moléculaire. Et puis à l'autre niveau, on a parlé quand même une partie de la biologie, de l'éthologie, quasiment le comportement de ces organismes qu'on appelle des animaux. C'est l'éthologie, qui fait partie en quelque sorte de la biologie. Puis chaque fois, on était dans ces différentes strates. Et donc c'est comme s'il y avait une grande spécialisation. Et là, la science, elle a vraiment évolué au sens où, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus aucun mystère, mais il n'y a presque plus aucun mystère dans l'analyse détaillée des strates prises en tant que telles. C'est-à-dire comment fonctionne le monde biologique pris en tant que tel. Par contre, on s'est rendu compte que ces différentes strates, elles avaient une propriété particulière, c'était justement des propriétés transitionnelles. C'est-à-dire elles ont cette capacité à se dépasser dans des conditions qu'on ne comprend pas très bien. On le comprend tellement peu qu'on a inventé des concepts absolument flous pour se faire croire qu'on comprend ce qui se passe, et c'est ce qu'on appelle la complexité. Parce que la complexité, ce n'est pas la découverte que le monde est complexe. Hein. Je veux dire, au Moyen-Âge, ils savaient que le monde était complexe. Ils savaient que c'est compliqué, c'est complexe. Hein. Mais l'idée de complexité, c'est que la complexité serait ce qui fait émerger, ce qu'on appelle un état émergent, une nouvelle strate. C'est-à-dire comme si le réel était fait d'équilibre et de strates qui restent en équilibre, c'est-à-dire qui forment une stabilité. On est devenu de plus en plus spécialiste de cette stabilité, par contre, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi cet équilibre bascule à un moment donné, c'est-à-dire qu'il est perdu, cet équilibre, et quelque chose d'autre est gagné, peut être perdu, ça peut descendre ou ça peut monter, et ça serait lié à des phénomènes de complexité. Moi, j'y crois pas une seconde, je ne vais pas détailler parce que je critique beaucoup cette notion de complexité, parce qu'en fait, elle ne dit rien, cette notion de complexité. Elle dit, voilà, il y a un moment où, paf, ça y est, c'est la complexité, il y a un état émergent. Par exemple, lorsqu'on parle, en sciences cognitives, ils adorent ça. En sciences cognitives, ils nous disent, voilà, il y a des réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux sont de plus en plus intenses et complexes, et complexes, et complexes, et complexes, et complexes. Ah, et à un moment donné, ça fait émerger la pensée. Et ils ont le sentiment d'avoir dit quelque chose de cohérent. Sauf qu'on ne sait absolument pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est, cette densité? Qu'est-ce que c'est qui colle les parties entre elles pour que ça constitue cette densité? Personne ne sait pourquoi. C'est-à-dire tout le monde a des hypothèses. Quand je dis qu'en science, on ne sait pas pourquoi, c'est qu'on a des milliers d'hypothèses. Mais si ça ne se produisait pas, on n'arriverait pas à savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à savoir, par exemple, pourquoi est-ce que la glace flotte. Ça posait des problèmes pendant des années. Ça ne veut pas dire qu'on ne savait pas... Enfin, dire que, a posteriori, on trouvait des raisons pour que la glace flotte parce qu'on la voit flotter. Sauf qu'on aurait des raisons pour penser qu'elle ne flotte pas. Sauf que comme on voit qu'elle flotte, bon, ben, on a des raisons cohérentes pour dire qu'elle flotte. Ben, c'est pareil pour la question transitionnelle, la question des transitions. La notion même d'état émergent, l'idée qu'il y a un état qui émergerait d'un renversement d'équilibre, on ne sait pas pourquoi ça se produit à cet instant-là plutôt qu'à l'autre. Alors, quand on ne sait pas en science, qu'est-ce qu'on fait? Depuis, on fait des statistiques. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on va dire, il y a l'accélération des électrons. À un moment donné, pouf, ah ben, la glace, elle se transforme en eau, puis ça se transforme en vapeur. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi, c'est à partir de quelle vitesse, quel type de mouvement, etc. Alors on fait comme si on savait pourquoi. Les scientifiques sont passés maîtres dans cet art-là, en inventant des mots, hein, comme on faisait au Moyen-Âge. Hein, c'est la scolastique, on dit complexité. Les médecins, ils sont encore meilleurs. Ils latinisent les mots pour faire comme s'ils savaient ce qu'est une migraine, mais in fine, ils ne savent pas réellement ce que c'est. C'est pas grave, hein, puisque c'est pragmatique, finalement on arrive à trouver des process, on a des interprétations qui fonctionnent plus ou moins. En tout cas, de la physique quantique, avec le fameux effondrement de la fonction d'onde qui laisse apparaître des particules dites discrètes, comme quand on est discret, ça veut dire qu'on ne parle pas au voisin qui est à côté, c'est-à-dire qu'on est à distance, ce qu'on appelle les particules discrètes en physique, eh bien, qui passent de l'onde aux particules, on ne sait pas vraiment pourquoi cette fameuse fonction d'onde s'effondre. On ne sait pas d'ailleurs, on ne sait tellement pas pourquoi que quand on parle de ces objets, les physiciens eux-mêmes ils parlent d'objets étranges tellement qu'ils ne comprennent rien.
Ils disent que ce sont des objets étranges. Je vous le dis, je l'ai même dit dans la conclusion de congrès de physiciens, ils étaient d'accord. Je leur ai dit, vous êtes quand même énormément complexés, puisque vous nommez toutes les réalités que vous observez de façon négative. Indétermination, incertitude, objets étranges, etc. Vous ne croyez pas à vos propres objets. Puis d'ailleurs, vous n'avez même pas le sentiment que ce sont des objets. Vous finissez par dire, ah, c'est une fluctuation du vide, mais ce n'est pas vraiment du vide. Parce que sinon, ça fluctuerait dans rien, en même temps, on ne sait pas dire ce que c'est. Bon. Donc ça veut dire qu'on est de plus en plus fort pour comprendre ce qui se passe dans chaque strate, mais on comprend de moins en moins pourquoi il y a cette propriété intrinsèque, et je tiens au mot intrinsèque, de la matière, à passer d'une strate à l'autre. Alors maintenant, passons à l'humain, après avoir expliqué ce que c'est qu'une transition. Vous vous souvenez du plan? Maintenant, humain. Pourquoi est-ce que ça concerne les humains? Ben déjà, ne serait-ce que dans la théorie de l'évolution de Darwin, dans la théorie de l'évolution de Darwin, il y a cette idée, justement, que ce n'est que de l'évolution. Finalement, si on avait à critiquer la théorie de l'évolution darwinienne, ce n'est pas avec l'intelligent design, le créationnisme qu'il faudrait la critiquer. Parce que là, c'est très difficile de faire ça. La manière de la critiquer, c'est de dire qu'en fait, la théorie de l'évolution ne fonctionne pas telle que l'avait imaginé Darwin totalement, mais elle fonctionne non comme évolution, mais comme transition. Je m'explique, d'ailleurs, c'est ce que est devenu aujourd'hui la théorie dominante, c'est ce qu'on appelle punctuated equilibrium, la notion, c'est-à-dire la théorie de l'équilibre ponctué, qui est aujourd'hui dominante scientifiquement dans le monde de la biologie, en particulier évolutionniste, qui se nomme encore évolutionniste, mais qui ne fonctionne pas par évolution, parce que ce n'est pas linéaire, ce n'est pas une évolution, c'est une évolution, paf, qui provoque des cassures. Je prends l'exemple de l'espèce humaine, on pourrait l'évoquer avec toutes les espèces. Il y a une stabilisation, contrairement à ce que croyait Darwin, il n'y a pas une évolution continue. D'ailleurs, ce qui prouve l'erreur, cette micro-erreur, mais qui est quand même une erreur importante, parce que pour ce que je vais dire sur le changement climatique et autres, c'est très important, il a passé sa vie à chercher ce fameux chaînon manquant, qui fait rigoler aujourd'hui les paléoanthropologues. Vous savez, l'idée du chaînon manquant. Mais c'est justement parce qu'il pensait que c'était une évolution qui était tout le temps évolutive. Alors qu'aujourd'hui, la théorie de l'équilibre ponctué nous montre qu'une espèce n'est qu'un équilibre entre l'environnement et sa constitution organique. À partir du moment où un certain équilibre, comme l'histoire de la bouteille d'eau, est trouvé entre l'extérieur et la composition organique, le fonctionnement organique, à partir du moment où un certain équilibre est trouvé, c'est comme une symphonie, eh bien, la morphologie se stabilise. Mais elle peut se stabiliser, let's say, 2000 ans, 3000 ans, si c'est très court, elle peut se stabiliser 10 000 ans, elle peut se stabiliser 100 000 ans, elle peut se stabiliser 1 million d'années pour certaines espèces, même plus. Vous voyez? Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'elle n'évolue pas du tout, comme dans l'histoire de la petite goutte dans le vase. Vous vous souvenez de l'histoire de la petite goutte dans le vase? C'est-à-dire qu'elle évolue, mais elle évolue très faiblement, parce que c'est un équilibre, c'est l'équilibre qui est maintenu. Et donc l'espèce, par exemple l'espèce humaine, sur les quelques dizaines de milliers d'années, voire 100, 200 000 ans, ça dépend de ce qu'on appelle l'espèce humaine, hein, parce que quand vous regardez ce qu'on commence à appeler un hominidé ou les premiers, l'homo habilis, etc., ça ressemble à l'espèce humaine, mais de très loin quand même. Mais disons, à partir du moment où on est à ce qu'on appelait un peu rapidement et orgueilleusement l'homo sapiens, voire l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire celui qui sait qu'il sait, bon. À partir du moment où on en est là, globalement, la forme ne se modifie quasiment pas. D'autant plus, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément, elle ne se modifie encore moins que les autres espèces, parce que l'humain, par un phénomène d'anticipation technologique, chaque fois qu'il y a un obstacle évolutif qui obligerait une autre espèce à répondre, par exemple parce qu'il ferait plus froid en épaississant la peau, l'humain, à la place, il invente un pullover où il se chauffe. Résultat, c'est l'espèce qui évolue le moins du point de vue organique, parce qu'il y a une réponse technologique qui anticipe sur les effets, même les traumatiques organiques. Je vais finir par... sur les traumatiques organiques. Mais en dehors de ça, ça veut dire que tant qu'il y a cet équilibre qui est maintenu entre l'organisme, il n'évolue quasiment pas.
Il est juste dans une forme de stabilité. Et il peut résister, il invente des process, etc. Il peut y avoir des gouttes, des gouttes, des gouttes, des gouttes, des gouttes. Sauf qu'il peut y avoir un moment de cassure, et là on en arrive. Mais ce moment de cassure, il ne faut ni être Donald Trump, ni être comme certains climatologues complètement effrayés qui peuvent peut-être en rajouter, je ne sais pas. Mais il faut être très clair qu'on ne sait pas très bien, puisqu'on ne sait jamais où se situe la rupture du point d'équilibre, même sur la question du climat. On ne sait pas si on est vraiment sur des temps très longs, sur des cycles très longs, ou si l'impact humain, on sait qu'il y a eu un impact humain depuis la révolution industrielle qui est énormissime. Qui est énorme, attention, il est beaucoup plus énorme par rapport à ce que nous on considère comme un écosystème viable, et il n'est peut-être pas si énorme relativement à ce qu'est l'écosystème dans son ensemble, en dehors du fait qu'il nous héberge. C'est-à-dire peut-être que nous, on sera éliminés, mais ça ne veut pas dire que l'écosystème sera éliminé, par exemple. Comme on est un peu narcissique, on se dit, bon, ce qui compte, c'est nous. Donc ce qui est marrant, c'est que beaucoup d'écologistes radicaux ne se rendent pas compte que, en fait, ils sont encore plus anthropocentriques que les autres, parfois. En étant obsessionnellement rivés à leur propre intérêt, à un certain nombre, à leur intérêt en tant qu'humains vivants, ce que je comprends. Mais en tout cas, ça veut dire que la réelle question des transitions maintenant, regardant l'humain, c'est où est-ce qu'on en est de cet équilibre? C'est-à-dire où est-ce qu'on en est de l'équilibre entre une morphologie qui n'a quasiment pas bougé parce qu'elle a trouvé un point d'équilibre et ce qui pourrait se passer. La question transhumaniste, c'est une question très intéressante de ce point de vue-là. Parce que ce que disent les transhumanistes, c'est qu'eux, ils pensent qu'on est au moment de la rupture d'un point d'équilibre. Pour toute une série de raisons, mais pas en priorité la question climatique, mais en particulier pour la question du digital, la question de l'ordinateur, en particulier la question de l'intelligence artificielle, avec ce qu'ils appellent la singularité. Donc ils disent qu'il y a singularité au sens, comme le Big Bang, c'était un point unique qui est irréversible, eh bien, il y aurait un autre point unique qui est irréversible dans l'espèce humaine, c'est le dépassement, so to say, de la machine, de l'homme par la machine. Eux, ils disent, bon, bah, la solution, c'est que l'homme bénéficie de ses propres évolutions technologiques pour anticiper sur ce que la machine pourrait faire. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on croit, leur idée, ce n'est pas l'élimination de l'homme, mais c'est permettre à l'homme d'exister, mais voire en se transformant, en devenant peut-être un cyborg, etc. Donc, en fait, quand ils parlent de transhumanisme, ils sont sur l'idée qu'on est à la frange et que pour eux, ils ont peut-être tort, qu'on est à la limite du passage à un autre équilibre, mais que la manière de gérer cet équilibre, c'est soit, certains se veulent humanistes, essayer de continuer à être humain par des procédés technologiques pour faire face à cette transition, voire ceux qui parlent de changement climatique et qui sont transhumanistes, ils sont aussi dans cette idée que le cyborg va pouvoir résister aux transformations climatiques parce qu'il pourra résister à des conditions extrêmes, même du point de vue pulmonaire, on transforme les poumons, etc. Voire certains autres sont pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingénierie climatique. Puisque l'ingénierie climatique, je ne sais pas si vous avez entendu ce que c'est des gens, et ça commence aux États-Unis, qui disent, bon voilà, on va modifier le climat avec la technologie. C'est l'idée du tout technologique. Donc puisque, effectivement, on a peut-être modifié le climat dans le mauvais sens, on peut essayer de le modifier dans le bon sens, c'est-à-dire pour permettre une plus grande viabilité. Ça, le problème, c'est que ça ne tient pas compte de la totalité des externalités, de ce qui peut en résulter. Donc il y a des vrais problèmes, non seulement éthiques d'un côté, mais il y a des problèmes aussi pratiques de l'autre. L'Académie des technologies m'avait demandé de faire une présentation, je n'ai pas eu le temps, à Paris, sur la question de l'éthique de l'ingénierie climatique, de cette idée d'ingénierie climatique. Donc vous voyez, il y a des débats, des controverses sur la nature des transitions en cours. Maintenant, si on approfondit, quand on est, et j'essaierai de terminer par là, quand on est sur le plan humain, à l'échelle humaine, il y a deux types de transitions. Il y a les transitions qui s'effectuent sans nous, c'est-à-dire qui s'imposent à nous,
la transition climatique. C'est-à-dire, même si c'est nous qui l'avons produite, elle s'impose à nous. C'est-à-dire que maintenant, elle s'impose à nous. C'est-à-dire qu'elle suit son cours dans des processus qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc elle est externe, ce que j'appelle les transitions externes. J'appelle ça pour cette raison, comme ça c'est simple, le plus clair, c'est externe. Alors c'est la transition sur la nature des sols, le permafrost, enfin, toute la nature des différentes strates de l'atmosphère, le trou dans la couche d'ozone, enfin tout ce que vous voulez, la fonte des glaces, toute une série de choses du niveau géologique, tout ce qui est systémique, etc. Tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur et qui semble nous dépasser, parce que c'est des transitions qui s'imposent à nous. Encore une fois, même si nous sommes en partie responsables, ce qui est encore à démontrer, un certain nombre, on sait qu'on a pu le démontrer et que c'est vrai, depuis le 19e siècle. Maintenant, on a des indicateurs qui montrent vraiment qu'il y a des transformations qui sont irréversibles. Mais quand on dit irréversibles, elles sont peut-être irréversibles, peut-être qu'elles ne sont pas totalement mortelles. Quand je dis ça, je m'adresse à des gens qui sont supposés être adultes réfléchissants. Donc quand je dis qu'elles ne sont pas totalement mortelles, ce n'est pas pour dire qu'on a raison d'être contre. C'est pour dire qu'il faut réfléchir à quel niveau, quand, comment, en étant de façon assez froide. Et ensuite, quand on parle de transition, il y a des transitions qui sont directement, aujourd'hui, produites par les humains. Mais des transitions qui sont supposées être des transitions internes, susceptibles de répondre aux transitions externes. Par exemple, en transitionnant dans nos habitudes de vie, volontairement. En transitionnant, c'est ça le tri sélectif, par exemple. En transitionnant d'une multitude de manières, des transitions culturelles, des transitions économiques, quand on parle d'économie circulaire, quand on parle de développement durable, quand on parle de toute une série de choses. Et donc, la question c'est, est-ce que nos transitions internes sont susceptibles de permettre le maintien de cet équilibre particulier d'une espèce particulière qu'on appelle l'humanité? C'est ça la grande question, il n'y en a pas d'autres finalement de questions lorsqu'on parle, c'est ça la grande question. Mais pour comprendre ça, et pour le comprendre d'une façon plus délicate, précise, rationnelle, mais on a besoin de parler de la multiplicité des transitions externes et de la multiplicité des transitions internes. Par exemple, sans exclure, je ne sais pas, sans exclure le niveau des croyances, ce que croient les humains, ce qui structure leur mode de vie en Afrique ou en Asie ou en Europe, ça détermine une tension, que j'appelle une tension désirante, qui est le véritable moteur de l'action. Le moteur de l'action, je suis désolé de le dire, ce n'est pas l'éthique. C'est-à-dire que l'éthique, c'est du baratin. Moi, j'adore faire de l'éthique, mais l'éthique, ça ne fait se mouvoir personne. C'est pour ça que je disais souvent dans mes conférences qu'il faut un nouvel érotisme de l'écologie. Parce que quand on attend l'amour de sa vie sous un préau, sous la pluie, on a une raison de faire quelque chose, de faire des miracles, comme on dit. C'est-à-dire on a une créativité incroyable qui vous pousse devant vous pour faire des choses parce qu'on sait pourquoi on le fait. Quand on vous dit en revanche, « Ah, tu attends, mais en fait, c'est juste pour survivre », ce qu'on nous dit aujourd'hui, au maximum, tu vas arriver à t'en sortir, les prochaines générations, c'est foutu, etc. Ça, c'est ce que j'appelle l'éthique palliative, comme si l'humain était en soins palliatifs collectifs. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un appel. C'est pas moi. Non, mais ça va, je sais pas. Je suis pas. Donc, l'autre point, c'est la question de. Et c'est le dernier point. C'est comment se sortir de cette situation. La première question, c'est la question du savoir. Comment savoir réellement ce qui se passe? C'est pas évident. Deuxièmement, une fois qu'on sait ce qui passe, quoi faire? Quoi faire, on le sait aujourd'hui. C'est-à-dire, honnêtement, il y a le rapport du GIEC, il y a tout ce que vous voulez, mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on a beau baratiner toute la journée, ne parler que de ça, à la limite, ça devient fatigant, c'est-à-dire qu'on en parle tellement qu'on ne fait rien. C'est-à-dire que maintenant, c'est même devenu, du marketing d'entreprise. C'est devenu une sorte de marque de fabrique, les entreprises éthiques. Maintenant, dans les entreprises, vous avez même un déontologue. À Vivendi, il m'avait demandé de faire une intervention avec le déontologue. Je lui ai dit, c'est quoi un déontologue? Le type est dans le conseil d'administration, il vous explique si c'est éthique, pas éthique, etc. Mais ça devient de l'emballage. Et parfois de l'emballage qui vous permet de faire des choses encore plus anti-éthiques, si je puis dire. Donc, c'est là où on en arrive à cette question de qu'est-ce qui bloque les transitions. Et donc, dans notre séminaire, on parlera pendant aussi un bon moment de qu'est-ce qui bloque les transitions.
Pourquoi est-ce que les gens ne désirent pas faire ça? Bah déjà parce qu'on ne fonde pas une politique publique sur le tri sélectif. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas érotique, ça n'excite personne. Et les humains, il faut d'abord les exciter au sens de la désirabilité. Parce que sinon, même dans un couple, on finit par arriver en retard au rendez-vous, on ne sait pas pourquoi, en fait c'est parce qu'on n'aime plus. Mais on ne s'en est pas rendu compte sur le moment. Et alors on peut faire ce qu'on veut, on peut expliquer que ce n'est pas éthique de ne pas venir à l'heure. N'empêche qu'on n'arrive quand même pas à l'heure et chaque fois on trouve des explications de plus en plus compliquées. Et c'est exactement ce qu'on fait avec l'éthique aujourd'hui. À tel point que l'éthique aujourd'hui a été assimilée à l'appareil coercitif. C'est-à-dire qu'on fait des lois éthiques. C'est un truc incroyable. Parce que personne ne savait avant notre génération qu'il pouvait y avoir des lois pas éthiques. Parce qu'a priori, une loi, c'est parce qu'il y a eu une discussion éthique une fois qu'on la met en place. Là, non, on a des lois éthiques parce qu'on n'est pas sûr qu'elles soient éthiques. Voire, on se dit, elle n'est peut-être pas du tout. Donc on précise, attention, c'est éthique. Un peu comme dans un film qui n'est pas spécialement drôle, mais qui a la prétention d'être drôle, on vous met c'est maintenant qu'il faut rire. Ben non, c'est-à-dire que si vous avez envie de rire, c'est que... Donc, voilà. Donc le problème de l'éthique, c'est que justement, ça fait rire personne, ça n'engendre aucune désirabilité, et c'est une sorte de gros baratin, une grosse discussion, qui n'intéresse que quelques petits spécialistes et qui ne change absolument rien aux modalités de l'action. Donc l'autre grande question, c'est comment arriver à surmonter ces résistances? Comment arriver à construire un nouvel érotisme, on peut l'appeler autrement, hein, si ça vous déplaît le mot érotisme, de l'éthique. Mais cela dit, je trouve que le mot est assez bien choisi, parce que ceux qui ont inventé la première écologie, la première économie circulaire, sont quand même les hippies des années 70, dans des communautés où on se moquait d'eux, mais ils pratiquaient l'amour libre en mélangeant le yoga, en faisant tout ce que vous voulez, donc il y avait une dimension érotique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas, une dimension spirituelle, une dimension de on veut changer le monde, et du coup, pour eux, le tri sélectif, c'est même eux qui ont inventé le tri sélectif, ça devenait sexy. C'est-à-dire le tri sélectif eux-mêmes leur donnait un sentiment d'héroïsme, de dépassement et donc de désirabilité. Ils avaient l'impression de devenir plus grands en faisant ça. Ils avaient l'impression que ça y est, ils avaient accédé à un monde spirituel, à des choses qui étaient positives, alors qu'aujourd'hui, on nous explique, depuis le Club de Rome dans les années 50, et l'idée de décroissance, qu'il faut devenir de plus en plus petit. Mais les humains, ils n'ont pas envie de devenir de plus en plus petits. Ce qui fait la force de l'humain, depuis l'origine, sa définition, c'est de devenir plus grand. Donc c'est impossible. Donc ça va devenir de l'hypocrisie générale. Donc pour sortir de cette hypocrisie générale, pour rendre ces lettres de valeur à la désirabilité même des transitions, ben, il faut sortir de la simple froide éthique que personne n'écoute, mais dont tout le monde se gargarise et qui devient juste un argument marketing pour entreprises, pour les États, etc., vers une vraie désirabilité. Alors je ne dis pas qu'il faut reconstituer les villages néo-agraires des années 70 avec des hippies qui sont la fleur dans la bouche, etc. Peut-être qu'il faut inventer autre chose. Peut-être. C'est probable même. Mais c'est pour ça que je crois en tout cas quand on parle de transition, il ne faut pas faire l'économie de parler aussi de transcendance. Parce que les humains n'ont jamais pu se passer de transcendance. Il ne faut pas négliger la dimension religieuse, il ne faut pas négliger ce qui fait se mouvoir les humains, particulièrement aujourd'hui où on voit que le nihilisme général n'a pas fonctionné et qu'il y a une sorte de retour, de réalimentation du désir de spirituel, de religieux, etc. Et à mon avis, c'est par là où il sera possible de réinvestir les transitions. De réinvestir les transitions comme quelque chose de positif qui ne vous rend pas plus petit, mais qui en fait vous rend plus grand et qui va vous faire projeter un monde plus positif, plus ouvert, plus joyeux, enfin qui transcende le monde, la grisaille du monde tel qu'on l'aperçoit aujourd'hui. En gros, il faut se remettre à rêver. C'est aussi pour ça qu'on fait ce séminaire. Go ahead. Bah, ça serait difficile un peu d'intervenir après le grand professeur Liogier quand même. Je te fais confiance. La règle des 15 minutes, avec comme exception et seule exception celle-là. Donc, voilà, exactement. C'est juste pour vous prévenir que les conférences qui vont venir vont être 15 minutes pour plus d'interaction. Donc moi, je vais être un peu plus court que Raphaël pour justement vous permettre de renchérir, de présenter aussi vos remarques par rapport au livre blanc. Il a presque tout dit sur les livres blancs, mais quand même, j'ai été sommé, je rigole, de faire un PowerPoint, comme dit Raphaël dans son jargon. En
en fait, le livre blanc est né d'un constat, c'est qu'on est entré dans l'ère des transitions, justement où la seule constante est le changement. Et donc, les transitions aussi ont changé de nature. Ce n'est plus des révolutions tranchées et nettement identifiées, mais ce sont des transitions, des métamorphoses plus subtiles. Et justement, après tout ce qui s'est passé, les révolutions qui étaient pour le coup très, très nettement tranchées, là, on assiste à des métamorphoses et à des hybridations. D'ailleurs, ça allait être le sujet de la prochaine Science Week, mais je vais y revenir tout à l'heure. Convergence. Donc, il y a des transitions, on va dire, systémiques qui sont un peu partout, comme il l'a dit, techniques, technologiques, climatiques, sociales, épistémologiques. Maintenant, je comprends pourquoi tu n'aimes pas les PowerPoint, parce qu'on est un peu plus focalisé sur ça. On devient tributaire de ce qu'on a écrit. Donc, la deuxième caractéristique, c'est que ces transitions-là ne sont plus linéaires, mais multidimensionnelles. Et ça me rappelle un peu une métaphore que je mobilisais à chaque fois pour aussi rendre compte de cette, on va dire, dissonance cognitive collective. C'est que on a des cerveaux quand même reptiliens. C'est Edward O. Wilson qui disait « We have Paleolithic brains, medieval laws and godlike technologies ». Nous avons des cerveaux reptiliens, des institutions médiévales et puis des technologies presque divines. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a affaire à une technologie qui, par sa nature même, je vais revenir tout à l'heure sur la notion de disruption, elle impacte globalement et elle évolue exponentiellement, alors que nous avons des cerveaux qui pensent linéairement et qui conçoivent le monde de façon, on va dire, locale. Et donc, cette dissonance cognitive, c'est Ray Kurzweil qui a parlé de ça. C'est que si vous prenez par exemple 30 pas et vous les pensez de façon linéaire, vous allez de 1, 2, 3, 4, au bout de 30, vous arrivez à 30. Or, si vous prenez le même nombre de pas, mais de façon exponentielle, vous allez de 1, 2, 4, 16, au bout de 30, vous arrivez à 1 milliard. Et il dit que c'est comme ça que la technologie en fait évolue. Et c'est la raison pour laquelle que les smartphones que vous avez dans vos poches, elles sont 1 million de fois plus petits, 1 million de fois plus performants et 100 000 fois plus petits et plus performants et moins chers que ce que coûtait la moitié d'un immeuble qui était le supercomputer quand on avait besoin d'autorisation très précise pour y accéder. Et donc, c'est pour ça que la technologie, on ne peut plus parler d'évolution humaine, mais les transhumanistes que tu évoquais tout à l'heure parlent de coévolution. C'est comme la toile d'araignée fait partie de l'araignée, la technologie fait partie de nous. C'est la théorie de l'esprit étendu de Andy Clark et David Chalmers, et qui nous disent que depuis la nuit des temps, lorsque le premier humain il a pris un bâton pour faire tomber un fruit qui était sur un arbre très haut, on n'a fait que étendre notre corps, notre main, notre vision, notre portée, notre intelligence. Et donc, pour naviguer dans un monde justement transitionnel par nature, nous n'avons plus besoin d'une boussole, mais je pense d'un compas. Je pense que c'est un bon métaphore pour essayer au moins de les comprendre, parce que la boussole, elle nous disait, voilà, où se trouve se trouve quoi, alors que le compas, il est plus, on va dire, malléable et qui correspond à la nature même des transitions. La disruption, je pense qu'elle n'est pas synonyme des transitions, mais on parle de disruptive technologies. La disruption, elle vient du latin dis pour séparation, rompere pour la rupture. Et elle a cette qualité quand même assez incroyable, c'est qu'elle scinde notre histoire narrative en un avant et un après. Si on rajoute plus la couche de l'accélération et puis de la vitesse à laquelle évoluent les technologies aujourd'hui qui sont devenues l'échafaudage dans notre esprit, eh bien, ça donne le vertige, comme tu le disais aussi dans ton livre. Et je crois que c'est Lénine qui disait « Autrefois, il y avait des décennies où rien ne se passait. Aujourd'hui, il y a des semaines où des décennies peuvent se passer. » Et donc, comment en fait dépasser ces biais cognitifs qui sont propres à un cerveau reptilien pour penser les disruptions qui sont des corollaires, on va dire, des transitions. C'est toute la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce livre blanc qui est une tentative de capturer les transitions. C'est une base, il fallait bien commencer quelque part, mais comme tu l'as dit, c'est voué à évoluer. Mais je ne sais pas pourquoi la transition des slides ne veut pas se faire. Ah mince. Pardon. On m'a dit d'appuyer ici. Il se trouve où le truc? Et là, on ne peut pas dire Machimouchkine. Hein, bon. C'est pas grave. Bon, bah, c'est un signe, comme ça, je fais plus. Et voilà. Ouais. Je sais pas.
C'est un PowerPoint encore plus pauvre. Ah non, ça va là. Et donc, c'est plus qu'un état des lieux, c'est vraiment une invitation à la transdisciplinarité, à la pensée hybride. Donc, on a essayé de cartographier en fait ces différentes transitions sur la base de la Science Week, qui était juste en fait une occasion de faire cette base-là. Mais je crois que les éditions qui vont venir, ça va être plus alimenté par ce que tu appelles l'ontologie relationnelle, mais vraiment appliqué au concept et aux transitions majeures. Donc, c'est une base qui est vouée à évoluer. Et ça part aussi de cette tentative ou bien de cette remarque que les modèles traditionnels sont un peu désuets, caducs. Les deux modèles à travers lesquels on pensait le changement et les transitions, c'était une rupture révolutionnaire, donc qui bouleverse un peu le statu quo, l'état établi, ou bien l'évolution graduelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui inscrit en fait le changement dans une continuité. Or, nous avons affaire à des transitions qui suivent une logique d'exaptation, je vais y revenir tout à l'heure, c'est un mot que j'ai trouvé très intéressant, c'est comme une clé de lecture. Donc voilà un peu les principales transitions que le livre blanc essaie de cartographier. Ça part des transitions technologiques, scientifiques, philosophiques, de la mécanique quantique. On a invité aussi Daniel Dennett qui nous a parlé de Mind in Transition, la question du sol, la qualité de l'air avec la question aussi climatique, environnementale, sociale et économique, mais il faut savoir que tout est interlié, ce sont des transitions interconnectées. Par exemple, les transitions écologiques ne concernent pas les sciences naturelles, mais c'est aussi une science sociale, c'est-à-dire les modes de vie peuvent influer sur l'écosystème, comme on dit. Donc, c'est vraiment interlié. C'est très bien. Donc, exaptation. C'était un mot qui manquait en fait dans le jargon, on va dire, scientifique. C'était à l'initiative de deux auteurs, Elizabeth Verba et Stephen Jay Gould, qui ont écrit justement un missing term in the science of form, parce qu'on n'arrivait pas à mettre un mot sur quelque chose qui était quand même transversal. On le remarquait depuis que l'évolution, depuis qu'on a commencé à parler de l'évolution presque, c'est quand c'est en biologie évolutionnaire, c'est quand une fonction d'un membre ou de n'importe quel aspect ou caractéristique du vivant finit par servir une autre fonction. En fait. C'est un détournement de la fonction qui n'est plus celle du départ, mais qui a changé en fait de volition, qui a changé d'intentionnalité. L'exemple typique, ce sont les dinosaures qui avaient des plumes dont l'objectif seul, c'était la thermorégulation. Et après, quand le premier dinosaure il a essayé de voler, on a remarqué que ça régulait aussi le airflow. Donc, on peut dire que les plumes de cet animal qui étaient adaptées à la régulation de la température sont exaptées pour le vol. Et sur le domaine de l'innovation, les exemples sont vraiment légion. Ça commence avec le World Wide Web. Tim Berners-Lee, qui travaillait dans le Conseil européen pour la recherche nucléaire, il avait juste créé un système pour le partage d'informations, pour réduire l'énergie en fait, dépensée pour trouver la bonne information, le temps alloué pour chercher cette information, et ça a été exapté pour ce qu'on appelle maintenant l'Internet, et qui finit par révolutionner nos modes de vie, la culture mondiale, la communication, etc. L'ARN messager, pareil, il a été pensé pour le cancer, finit par servir une autre fonction. Et je pense que c'est une clé de lecture qui quand même permet de penser les transitions différemment. D'autant plus que les transitions contemporaines, je crois, et c'est une question que je pose et que je vous pose, c'est la question de la science technique. Est-ce qu'il y a une volonté en fait préalable pour inventer une technologie? Est-ce que c'est la technique qui oriente la science ou la science qui oriente la technique? Et puis le adjacent possible, et je vais y revenir juste après parce que je l'ai écrit ici. Voilà quelques, on va dire, clés qui constituent une grille de lecture pour penser les transitions, mais aussi pour les engendrer en tant que scientifique. Et je pense, je vais parler de l'exaptation, il y a les sérendipités. J'ai tout mis au pluriel, en respectant la pluralité de notre approche. Donc, la sérendipité, c'est quand on cherche une chose, on tombe sur autre chose qui s'avère plus intéressant que ce qu'on cherchait au départ. Et l'histoire de la science vraiment regorge de sérendipité. Ça va de la découverte de l'insuline à plein d'autres choses. Le vaccin contre la rage, par exemple, c'était juste, je cherche une chose, je tombe sur autre chose qui sert une chose complètement et radicalement différente.
La question des convergences, je crois que les transitions ont aussi cette qualité à la fois un mouvement interne au travers des convergences, mais aussi externe au travers de la transdisciplinarité. Et puis le adjacent possible, ou bien le possible adjacent, ça a été popularisé par Steven Johnson. Il a écrit un livre qui s'appelle Where Good Ideas Come From. Et il dit que c'est it's a shadow from the future that hovers over the present and provide all the maps of meaning in which the present can reinvent itself. Et ça a été aussi articulé par Marshall McLuhan qui disait que le scientifique ou l'artiste ou la personne créative, c'est celle qui sait que le futur c'est le présent et qui se sert de son travail pour préparer le terrain pour. Et donc c'est comme un futur latent qui est là, mais qui n'est pas encore là. C'est ce que tu disais par rapport à la métaphore de l'eau et du verre. Bon, je vous ai mis cette citation aussi pour marquer, pour souligner cette interdisciplinarité, cette interpollinisation entre les disciplines. Parce que aussi, c'est le piège de la transdisciplinarité. Au début, le bouc émissaire, c'est devenu l'hyperspécialisation. Mais on ne peut pas penser en fait la transdisciplinarité sans expertise. C'est tout le paradoxe en fait de l'enjeu de la transdisciplinarité. Maintenant, je vais revenir sur la question du transhumanisme. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le débat éthique ou bien la querelle éthique entre lui, je crois, et Habermas a eu lieu. C'est Peter Sloterdijk qui disait que toute l'histoire de l'humanité n'a jamais été que l'art de créer des transitions. Et avant de parler justement de la question des transhumanismes, est-ce que vous connaissez tous ce que c'est que le transhumanisme? Une définition. Donc, défrichage terminologique, j'ai appris ça par le professeur Raphaël Liogier. Les transhumanismes, d'ailleurs, la pluralité, c'est parce qu'il n'y a pas un seul mouvement, mais c'est vraiment hétéroclite. C'est comme un rhizome, en fait, qui s'adapte et qui s'approprie son histoire en fonction des percées technoscientifiques. Quand j'ai fait ma thèse sur les transhumanismes, tous semblaient être d'accord avec la définition de Wikipédia, comme quoi Wikipédia n'était pas inutile complètement. C'est l'idée selon laquelle le transhumanisme, avec un T majuscule ou bien les transhumanismes, c'est un mouvement qui prône l'utilisation de la technologie pour augmenter l'humain à la fois physiquement, mentalement et il y en a même qui parlent de spirituellement. Il tisse une relation spirituelle avec la technologie. Il y a d'autres définitions, il y en a qui le définissent par les trois super, super intelligence, super bien-être et super bonheur. J'ai parlé du transhumanisme non seulement parce que c'est mon sujet de thèse, c'était mon sujet de thèse, mais aussi parce qu'il y a le mot trans qui marque vraiment bien la transition, c'est une humanité en transition. D'ailleurs, le trans, ça induit en erreur quand j'ai fait des sondages en France, par exemple, qui est un pays quand même assez bioconservateur. Le trans induisait en erreur. Il y a même les Anglais qui ont fait une série pour montrer que une fille, par exemple, elle parlait avec ses parents en disant « Ah, je suis devenue trans ». Et les parents pensaient que c'était vraiment trans, le mouvement LGBTQ, etc. Elle disait « Non, mais ça va aller, on peut vous accompagner ». Mais finalement, elle voulait devenir transhuman. Et c'est aussi pour marquer en fait ce décalage terminologique. Transhuman, elle voulait vivre dans le cloud, etc. Donc, c'est un exemple qui incarne vraiment comment on peut ressentir en fait la transition, les transitions d'un point de vue existentiel et personnel et non seulement le réfléchir et le penser de façon théorique. La question que posent les transhumanismes, c'est que nous ne sommes pas simplement en train de vivre une transition, mais que nous sommes les transitions. C'est un peu nosphérique comme idée. Et la question principale à laquelle tu faisais référence, c'est est-ce que nous serions en fait l'achèvement de notre transition, trajectoire. Il faut leur dire nosphérique ce que c'est, parce qu'ils ne sont pas tous venus à la nosphère. La nosphère, c'est un mot qui a été inventé par Vernadsky et Teilhard de Chardin et qui décrit en fait notre intelligence comme, qui parle d'abord d'un cerveau global qui serait comme l'électricité en fait, elle a infusé le monde entier. Et avec notre intelligence, on est en train de créer une entité qui nous surplombe en quelque sorte. C'est un peu une transcendance. Et donc, c'est un cerveau global qu'on alimente quotidiennement à travers nos arts,
nos savoirs depuis qu'on a commencé à enregistrer tout ça, eh ben, on est en train de... C'est comme une couche d'ozone, mais pour l'intelligence humaine, pour la pensée humaine. Est-ce que nous serions l'achèvement de notre trajectoire évolutive? C'est pour moi l'une des questions principales que posent les transhumanismes, parce qu'il y a ce que tu appelles l'éthique palliative qui nous dit que l'ADN c'est sacré, le corps on n'y touche pas, parce que c'est sacré. On peut se poser la question pourquoi, d'où ça vient cette sacralisation? Est-ce que c'est la tradition judéo-chrétienne quand il s'agit de pays comme la France par exemple? Ou bien même, je pense qu'au Maroc, dans un pays comme le Maroc, on n'est pas très réceptif à ce genre d'idée, le fait de tutoyer la mort, d'inverser le vieillissement. Ça paraissait quand même de la science-fiction, mais on voit quand même la transition dans le discours ou bien dans l'imaginaire collectif, qu'il y a en fait une réceptivité de plus en plus accrue pour la simple et bonne raison que dans le discours transhumaniste, il y a la dimension du désir, il y a l'esthétique. D'ailleurs, je m'attendais à ce que tu parles de l'esthétique avant l'érotisme. Mais bon. Je ne pense pas que tu voulais que j'en fasse encore une demi-heure. C'est vrai. Donc, il y a cette dimension du désir, d'esthétique. Le fait de dire aux gens, bah, on commence à comprendre le corps humain, inverser le vieillissement. Il s'avère que nos chromosomes sont constitués de télomères et dans la démultiplication des chromosomes, eh ben, les télomères se rétrécissent. Et donc, si on injecte la télomérase, eh ben, on pourrait éventuellement vivre plus longtemps, moins ridé, etc. Et donc, ça crée en fait une effervescence, on va dire, interne et qui manque cruellement à l'éthique, bien à la bioéthique. C'est qu'on n'y touche pas. Il faut garder un fixisme au nom de principes auxquels on ne croit même pas. C'est ce que tu appelles encore une fois le schizo-humanisme. Ouais. C'est qu'on sait, mais on ne croit pas dans nos savoirs, en notre savoir. Mais on sait que tout transitionne. Si on en croit l'évolution, la théorie de l'évolution. On a co-dirigé un numéro quand même de la revue France Forum où on développe ces questions avec Marwan. Oui, oui. C'est donc le premier bébé de la chaire des transitions, c'est le white paper. Et puis il y a c'est pas un bâtard, c'est un truc croisé. C'est un bébé croisé avec France Forum. C'est une revue dans laquelle on a publié un numéro Les transhumanismes. D'abord pour mettre en lumière la multiplicité et la pluralité de ce mouvement-là. Et puis, en parlant de l'éthique, avec un dialogue entre Raphaël, par exemple, et Jean-Michel Beignet. Professeur de philosophie à la Sorbonne. Philosophe très connu. Oui, oui, professeur de philosophie à la Sorbonne, à Paris 1, je crois. Oui. Et puis, il incarne également cette transition anthropologique parce que c'est la première fois, je crois, dans l'histoire humaine. Les sociologues n'aiment pas ce genre de superlatif, la première fois, mais on est à la fois le sujet, l'objet et l'instrument de notre propre transition, de notre propre transformation. Le cerveau, enfin, on parlait d'abord de l'évolution anthropologique, quand le cerveau se pense lui-même, on est en train de penser le cerveau au travers de projets grandeur nature comme Brain Genome Project en Europe, qui a été une réponse au projet Human Genome Project aux États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a en fait les idées des transhumanistes commencent à gagner du terrain, à la fois même aux États-Unis, quand Francis Fukuyama, qui était un grand bioéthicien sous le mandat de George W. Bush, il a dit le transhumanisme c'est l'idée la plus dangereuse dans le monde. Quand j'ai interrogé les transhumanistes, on m'a dit ben, merci à lui parce qu'il a fait un coup de com' énorme. Et au final, ça s'est concrétisé au travers de rapports comme NBIC, la convergence NBIC auquel on va y revenir. Et ça va être les convergences, ça va être le sujet de la prochaine Science Week. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci pour votre attention. Pour être bref, mais bon. Qui a été bref, intense, succinct et en même temps dans l'ouvert. Bon. Pas de questions-réponses, mais plutôt des échanges, parce que j'ai écrit ça avant l'injonction. Non, mais je vais dire, non, mais tu sais ce que je vais dire. Q&A, c'est devenu maintenant au-delà de la question des questions. Q&A, ça peut être nous qui posons des questions. Par exemple. Voilà, bah maintenant on peut discuter, on peut refaire le monde, c'est le cas de le dire. Moi, je voudrais juste savoir si Saad est en train de gagner sa partie de dame ou pas. Bah, comme il est renfrogné, je pense pas. Parce qu'il est en... Oui.
Merci beaucoup pour votre présentation et aussi pour la présentation de ce white paper. So I will just switch to English. You can do that. Do it. But I think you can feel comfortable. We love when people feel comfortable. So I have a question and comments. So question is about the book. So it's very interesting. So but I still did not understand well what is the goal of it. So is to define this transition that you have talked about, just to define them. So to tell people this is this transition that we are going through and trying to find a definition. This is, I think, what most Raphael was spending time talking about and trying to have people on the same page that what we are trying to understand, or we are discussing some kind of not proposing, but charting or how to deal with this kind of transition. So as a human or as in general as a collective intelligence that we are guiding that we are going through this transition for now. This is my question now because of course I will get the answer when I read the book. So, but this is I think just to have kind of the highlight from the paper, from the white book. My comment is about I agree totally with you about this, especially about the aspect of the transition of the all related to the climate change and what we have discussed, and that you're right on. I will just have a comment on that. Is that this is something also it's natural. So I would not call something it's really natural going on is a transition from as I see it, like with climate change, because you might, as you mentioned, so some of it depends on our human activity and what we are doing and so on, but some of it is not depends. So the solar system had been evolving 4.6 billion years ago. So there was no human. So human appeared just 200,000 years ago. So exactly. So we have to distinguish both. Yes, that's the measure. Try to measure very. Yeah, and this transition, or either I call it evolution, it's happening everywhere. This is not something unique to our planet. So, and it's happened to our neighbor, which Mars. Okay. And Mars lost its atmosphere. There was no human activity at that time. So, and we believe, and actually we see that scientifically evidence that there is tracer of water has on Mars like a few millions years ago. And this is something. It's maybe it's naturally it's lost its atmosphere, and this is something also gonna happen to our planet without. Neither will be participating as a human to this to the laws of the atmosphere or not. So that's my comments about your discussing that point. We should be separating and understanding what we are talking about, and where is our contribution is counted, where it's not. You want to answer? Oui. D'abord pour la question, le white paper, c'est comme en fait. C'est le même dilemme que j'avais pour mon enquête, par exemple, de terrain, c'est qu'on a affaire à quelque chose en mouvement. Je pense que même ces transitions-là sont elles-mêmes en transition. Donc, il fallait comme photographier, en fait, ce qui se passe pour avoir une base. Et donc, de façon étoffée, on s'est basé sur les interventions et les travaux des personnes qu'on a fait venir. Et puis, dans un deuxième temps, ce serait en fait de l'amender à la fois de façon relationnelle, de voir quelles relations peuvent se tisser les différentes transitions qui sont analysées. Et donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment plus qu'un état de l'art et moins, en fait, cette ontologie relationnelle qu'il faut vraiment qu'on rende manifeste. Pour définir ou pour proposer des choses, c'est ça? Ah, c'est les deux, c'est les deux. Donc, à la fin, dans la conclusion, ça peut aider les... Parce que je trouve qu'on a un problème de définition d'abord. No, if I can say a little bit, just, I think that if I have, I've been extensive talking about definitions is because it's the first seminar. First. Second, there is definition, but just in my talk there is very short. Mm-hmm. And after that is different kind of proposals. And more than proposals, it's point of views. So that's the reason why we made it very short, and it's kind of, every time it's a synthesis of what was said, not only what was said by the person, but also somehow by the public, like today, like now. So the idea is to see to what extent it is a transition, it's not a transition, what kind of transition, is it just an evolution, but we are maintaining the equilibrium? So I can now shift to your second question. Your second question is, in fact, are we really responsible first for the kind of transition or not? Because as you said, in exoplanets or in other
not even only planets, but even on celestial corps, we have transformation, we have things that we need to analyze and that are not subject to human action. So what is part of human action? What is not? That's the first question. But the second one is, let's say, part of it is part of the human action. Yes, fine. But maybe it's not enough to break the equilibrium. Is it? Is it not? What is the nature of this equilibrium? Are we going to maintain this equilibrium or not? What are the point of views of different people? And what we want here? We don't want people to fight against each other, like you are on BFM TV or even on a debate in CBS, where people say, I'm against it, I'm for it. We don't care about that. We just want to have the different point of view and contrasted point of view, the different variations of perspectives that people will give in a very careful way, without being like against each other, like if they were trying to defend some kind of ideology. We don't want that. We want to transcend ideologies, to be in a way very precise, the more we can be on the definition, and the other part to show all the contrast, the different variations, the different point of view. For instance, we are talking about Africa. When we are talking about Africa, maybe we're not talking about the same thing. We have different perspectives. So we want to agglomerate the different perspectives, and we want them to cross each other. And step by step, to propose solutions, but not ideological solutions. To propose real solutions that will be part of the discussion, like the ongoing discussion. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Raphaël, merci Marouane pour cette présentation. Vraiment, je suis très séduite parce que je suis économiste, donc je ne suis pas dans la philosophie. Mais tu es aussi une présidente, il faut expliquer, dire... Oui, mais en tant qu'économiste, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Et c'est pour ça que je suis pour cette approche écosystémique, pas uniquement systémique, on parle de nexus maintenant. Et j'apprécie cette façon de présenter les choses, de présenter déjà un livre blanc sur les transitions. On ouvre une page de réflexion en collectif pour comprendre déjà les transitions. Mais ce qui m'intéresse dans les transitions, c'est ces solutions qu'on développe pour passer pas dans le sens d'évolution, mais passer d'une étape à une autre, d'un état à un autre, etc. Donc la réflexion philosophique m'intéresse, mais mais le temps ne me permet pas, peut-être qu'on aura d'autres... Ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'a intéressé le plus, c'est au niveau de votre intervention sur la transition interne et la transition externe. Et là, on parle des variables endogènes, variables exogènes. Et c'est là où il y a vraiment des choses à faire. Beaucoup de travail à faire, surtout dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'analyse sur ces facteurs. Je parle de l'Afrique. En tant que présidente d'une initiative qui s'appelle l'Institut international pour la transition durable en Afrique, c'est pas au pluriel, mais on a dans la transition durable, il y a un grand ensemble de transitions. Vous avez donné des exemples de transition climatique, sociale, économique, géopolitique, etc. Mais dans la transition durable, il y a un objectif, c'est la soutenabilité, c'est la durabilité. Et c'est le mot-clé dans notre initiative. Et je pense qu'ensemble, en croisant ces regards, d'ailleurs, Raphaël était avec nous. Ah oui, je suis venu, c'était merveilleux. De pouvoir être avec nous dans le lancement de cette initiative. L'Institut qui est une ONG panafricaine qui œuvre pour la promotion des solutions durables, innovantes pour une transition équitable, juste, dont on parle, pas dans le sens transition énergétique, mais transition au sens pluriel. Donc, nous sommes à votre disposition. Je pense qu'aujourd'hui, vous ouvrez un débat très intéressant, très pertinent, et je pense qu'un pays comme le nôtre a besoin de... Mais je pense que nos actions, elles sont complémentaires en plus. Moi, je trouve que je n'ai pas donné à proprement parler suite, mais parce que je n'avais pas le temps. Et voilà. Mais en même temps, j'ai trouvé l'initiative formidable. J'étais même étonné qu'elle puisse exister, pour tout dire. Peut-être que par... Et j'ai trouvé ça...
vraiment extraordinaire au sens littéral, c'est-à-dire sortant de l'ordinaire, qu'il y ait tous ces points de vue différents, que vous ayez fait venir des gens d'Afrique subsaharienne, des représentants, des scientifiques, des gens qui émettent des positions qui ne sont pas des positions que les autres imaginent, quoi. Parce que on prend un exemple. Je parlais tout à l'heure de blocage aux transitions. Aujourd'hui, c'est constitué, et c'est l'objet d'un livre auquel j'ai participé, qu'on a fait avec des collègues américains, de Columbia University essentiellement, et des collègues allemands, et des collègues chinois, sur l'anxiété, la culture de l'anxiété. C'est une anxiety culture. Et d'ailleurs qui sera présenté le 13 mars à Paris. Si par hasard quelqu'un se trouve à Paris, on l'a présenté à Hong Kong, à Londres, à New York, etc. C'est vraiment un livre qui coûte très cher et pourtant qui a du succès. C'est comme si se constituait à l'échelle planétaire une anxiété paralysante, mais vraiment paralysante, en particulier chez les jeunes, dans une multitude de directions. C'est-à-dire dans la direction du climat, effectivement, c'est-à-dire les gens ont peur, ils ont l'impression que tout s'effondre, et en fait, c'est pas bon. C'est-à-dire que ce n'est pas une prise de conscience, ce n'est pas une prise de responsabilité, c'est l'anxiété, et cette anxiété, elle aveugle, et donc les gens n'agissent pas, ils ont peur, mais ils attendent que ça passe. Alors, ils se mettent la tête dans les couvertures, donc ce n'est pas une bonne nouvelle que les jeunes se disent que tout va s'effondrer. Parce que quand tout va s'effondrer, ça semble être fatal, donc on ne fait rien, on est passif. Puis, en direction de l'immigration, ça c'est surtout les pays du Nord, on voit ce que ça fait avec le trumpisme, la peur du déferlement, etc. En direction des maladies, l'idée que ça y est, il ne faut plus qu'on soit ensemble, c'est presque comme si la situation du confinement, ça devenait une situation normale où on est plus ou moins confiné. On ne peut pas se confiner globalement, on est fait pour vivre ensemble. Et d'accord, on doit prendre des précautions, mais on ne peut pas se confiner globalement aujourd'hui. Se confiner, ça reviendrait à justement accélérer l'effondrement. Pourtant, il y a cette espèce de tendance, on l'a repéré, il y a un certain nombre d'auteurs. Il y a quand même une trentaine d'auteurs dans le livre et qui l'ont repéré. Et puis, c'est pour ça que je le dis en dernier, parce que c'est ce qui nous concerne, nous, ce qui concerne en particulier le travail exceptionnel de Marwan, c'est l'angoisse, l'anxiété plutôt, pardon, parce que je distingue angoisse et anxiété dans mon travail. C'est l'anxiété en direction de la technologie, le remplacement de l'homme par la machine, etc. Et si je dis ça par rapport à l'Afrique, c'est parce que le seul endroit où on n'observe pas cette anxiété, mais au contraire un enthousiasme vis-à-vis de la technologie, c'est en Afrique. Et donc ils sont beaucoup plus positifs, il y a une plus grande positivité, et rien que ça, ça devrait être un exemple pour aborder l'avenir. Parce qu'il y a un vrai rêve de ce que peut être la technologie, mais pas de la même manière que ce qui était le rêve du début de la révolution industrielle. C'est autre chose. Il y a une prise en compte à la fois de la technologie, et on a besoin de rêver, je vous dis, c'est ça l'érotisme que j'évoquais tout à l'heure, mais avec la question du développement durable qui est prise en compte, avec les questions de la sustainability que tu évoquais, avec toutes ces choses-là. Et donc je me dis, voilà, là il y a un regard africain qui permettrait peut-être de sortir, un lien entre tradition, modernité, industrie, mais aussi tradition, religion, tout ça, qui permettrait peut-être de sortir des impasses qui relèvent presque de la psychologie collective, d'un monde qui, au nord, domine encore symboliquement, domine encore notre imaginaire et qui nous fait sombrer dans la négativité. Et donc là, il y a aussi, par rapport au fait de surmonter les blocages psychologiques, une fonction du Sud, de l'Afrique en particulier. C'est là où c'est l'idée générale. C'est comment finalement capitaliser cette multiple réflexion sur les transitions dans les pays développés, aujourd'hui on parle dans le Nord, comme vous le dites, et voir comment ça se passe dans les pays du Sud et surtout sur le continent africain. Et là, les leçons seront extraordinaires et nous allons comprendre plusieurs choses qu'on n'a pas pu comprendre en analysant, en regardant, en traitant des questions d'une manière linéaire. Parce qu'avec le mot transition, ce qui est extraordinaire, c'est que ça nous permet vraiment de croiser les regards, pas seulement, mais de sortir avec des conclusions écosystémiques qui vont aider à comprendre cette complexité humaine. Et ça, c'est important. Et pour l'Institut, maintenant l'Institut il se positionne largement, pas uniquement avec les économistes, mais pratiquement plusieurs domaines.
Et c'est pour vous dire qu'on est là, comme ça a été dit. Donc, Alors nous, notre fonction à nous, c'est qu'on se situe volontairement, et ça veut dire qu'on considère qu'on n'est pas complet, donc justement, et donc à mon avis il y a une complémentarité, puisque nous on se situe volontairement et sciemment au niveau théorique. Parce qu'il faut du théorique, il faut du pratique, mais il faut du théorique, c'est-à-dire mais du vrai théorique. Parce que si on n'a pas du vrai théorique, et c'est ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe aux États-Unis, on a à la place du faux théorique, du théorique falsifié, des gens qui parlent de façon fumeuse, un peu de tout. Nous, on veut du théoria en grec, ça veut dire voir. Donc on veut essayer de voir, d'avoir quelles sont les perspectives, de donner des définitions, et que même ces définitions, elles sont ensuite critiquées. Mais au moins, on sait de quoi on parle et on sait ce qu'on critique. Et comme ça, on peut faire aussi du vrai pratique. C'est-à-dire, de façon complémentaire, on peut ensuite avancer. Donc la chaire des transitions, elle est faite pour essayer de vraiment penser, mais de penser sérieusement. Excusez-moi, c'est ce qui fait que les politiques publiques aujourd'hui doivent s'inspirer de vraies théories. Ouais. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de bonne pratique ou de la bonne théorie. Quand la pratique a un bon soubassement théorique, elle peut devenir une solution pratique. Bah oui, c'est-à-dire, ben oui, il y a eu une dévalorisation ces 20-30 dernières années de la pensée théorique. En disant la pensée théorique, mais non, parce qu'on fait de la fausse théorie. Donc on laisse libre cours à des philosophes de comptoir qui confondent développement personnel avec développement durable, à toute une série de choses qui prennent la place de la théorie. Mais la véritable théorie, l'enthousiasme de la théorie, ben, il faut être capable aussi de faire de la théorie. C'est un effort intellectuel réel, ce n'est pas un truc comme ça qu'on fait au hasard. La véritable théorie, elle donne naissance à des pratiques qui sont comprises, qui se comprennent elles-mêmes. Et donc il y a une vraie complémentarité, je pense. Du mot concept. Bah oui. les solutions sont conditionnées par une bonne réflexion. C'est très important d'avoir d'avoir tout ça. Il y a même en sciences humaines une certaine ethnographie où à un moment donné, on n'a plus le droit de penser théoriquement, on n'a plus le droit d'émettre des concepts, on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit parce que c'est pas sérieux, parce qu'il faut être dans la linéarité, il faut être dans le micro. Mais au bout d'un moment, il faut pouvoir donner sens. Ça ne veut pas dire qu'on a absolument raison, ça veut dire qu'on émet une hypothèse théorique. Est-ce que c'est dû à l'excès de spécialisation? Il y a peut-être un excès de spécialisation, ouais. Mais puis il y a une pseudo, parce que je ne vais pas entrer dans ce débat parce que ça m'a tellement énervé pendant des années, mais il y a une pseudo-modestie du chercheur. Moi, je l'ai vécu en anthropologie, en sociologie, mais en sociologie en particulier mes disciplines de base, où il y a une pseudo-modestie du chercheur, y compris des chercheurs les plus prétentieux, qui font ceux qui sont « oui, non, moi je ne veux pas aller plus loin, je ne dis pas plus, je ne me permets pas, etc., etc. » À la fin, ils ne disent rien. Et c'est ce qui a fait le problème de la sociologie aujourd'hui. C'est-à-dire que la sociologie, elle finit par ne dire que ce qu'on sait déjà d'une manière spontanée. Elle nous dit, voilà, elle va valider par des modèles statistiques, parfois c'est la sociologie américaine, elle va valider par des modèles statistiques le fait que, oui, bon, ben, les pauvres ont plus de difficultés dans la société pour s'intégrer que les riches. Je le fais très vite, hein. Mais oui, d'accord, mais par quel processus, de quelle manière? Alors quelqu'un comme Pierre Bourdieu, pour le coup, là, il a développé comment moi, je suis un fan de Pierre Bourdieu parce qu'il a renouvelé une certaine sociologie pour essayer de montrer que, que la reconnaissance qu'autrui me donne est en fait un capital. C'est ce qu'il appelle le capital symbolique. Voilà. Et que ce capital symbolique, il est négociable sur le marché, qui peut même se traduire en capital économique. Par exemple, lorsqu'un entrepreneur arrive à un certain niveau, il a un énorme capital économique, mais à un moment donné, il sait qu'il a besoin d'accumuler du capital symbolique, parce que sinon il n'arrivera pas à passer à une autre échelle, donc il se met à fréquenter des intellectuels. Et donc il accumule du capital symbolique. Puis après, il le renégocie. Alors le problème, c'est que l'intellectuel, il perd du capital symbolique en allant se croiser Mais ce n'est pas grave, parce qu'on le rémunère. Donc il est d'accord pour perdre du capital symbolique, il négocie. C'est vachement intéressant. Là, c'est une analyse qui est extrêmement intéressante, qui nous permet de rendre compte de ce qui se passe dans la société. Mais une certaine sociologie qui se refuse absolument à émettre des théories sous prétexte que ce serait prétentieux, moi je dis que c'est cette sociologie-là qui est prétentieuse. Parce qu'elle s'auto-stérilise. Mais ça, c'est un autre débat qui nécessiterait Moi, je reviens sur la question du blocage. Qu'est-ce qui bloque la transition?
la question des politiques publiques, ici ou ailleurs, surtout dans les pays occidentaux, où justement la quête de l'éthique devient coercitive. Ouais. Et aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, on voit que, que ce soit sur le plan économique, social, etc., les dérives de cette tendance à trop réglementer, donc ça passe par la réglementation, par le juridique, et par des politiques publiques qui sont coercitives. Maintenant, comme tu l'as dit, Raphaël, pour réinvestir les transitions, et peut-être prétendre à un avenir plus meilleur, à une position plus grande, etc., ça nécessite, est-ce que c'est forcément par un dépassement de l'éthique, ou tu le vois par d'autres voies? Si on voit maintenant ce qui se passe, parlons de l'actualité. Trump, un exemple. C'est un exemple. Quand tu dis que America again, c'est dans ce que tu as dit. Parce qu'il a dit que les politiques publiques jusqu'à présent nous rendent petits. Et pour qu'on se doit voir, on doit dépasser l'éthique, parce que l'éthique elle est coercitive, et il nous fait régresser, et on passe à autre chose. Est-ce que tu ne considères pas qu'on est en train de vivre une transition qui propose des solutions? Je dirais, toute solution est idéologique. Peut-être que je ne suis pas d'accord. Il ne peut pas y avoir une solution qui n'est pas idéologique. Moi, pour moi, une solution, elle est au-delà de l'idéologie, ou même en deçà, elle est mythologique. Elle ne peut pas être. Pour moi, elle est mythologique. Elle ne peut pas être née sans une idée. Mais ce n'est pas seulement des idées, c'est qu'il faut des identifications populaires et que ça soit désirable, comme dans la mythologie. Il faut que les gens désirent devenir les héros des transitions. Comme un héros, au sens où on écrit avec H-E-R-A-U-T, donc c'est le héros, ils le sentent fort. Et puis comme les héros H-E-R-O-S, c'est-à-dire devenir plus grand, devenir le guerrier. Tu connais l'anthropologue Gruber, qui est mort il n'y a pas longtemps et qui publiait chez nous, dans la maison d'édition Les Liens qui libèrent, où je travaille un peu. Voilà, il disait, le néolibéralisme, ce n'est pas moins de réglementation, c'est 10 000 fois plus de réglementation. C'est de la réglementation comment dire, qui reformate, qui va reformater même les désirs de l'individu. Et donc c'est parfaitement indésirable. D'ailleurs, il y a de plus en plus de réglementation parce que c'est de moins en moins désirable, donc il faut de la réglementation, mais plus de réglementation, ça le rend encore plus indésirable, donc c'est un cercle vicieux. Et là, ça me donne l'occasion d'évoquer mon petit modo, ma petite phrase préférée que Marwan a l'air d'avoir regretté, que je ne prononce pas. L'esthétique précède l'éthique. Autrement dit, je ne suis pas du tout contre l'éthique. Je dis seulement qu'elle est mal placée, l'éthique. L'éthique, c'est l'adhésion, l'éthique. C'est-à-dire c'est la réflexion, c'est la réflexivité, c'est le débat. Avant l'éthique, il y a l'esthétique. L'esthétique, c'est l'adhérence. Ce n'est pas l'adhésion, c'est l'adhérence. Autrement dit, c'est l'identification de soi, et c'est relatif au beau. C'est pour ça que d'ailleurs un vrai geste éthique, comme le disait l'Antiquité grecque, avant tout c'est un beau geste. Aujourd'hui le geste éthique, ce n'est pas un beau geste, c'est-à-dire il n'est pas désirable en tant que tel. C'est un geste qui est lié à une contrainte. Mange ta soupe, sinon tu seras sage si tu manges ta soupe. Mais ça n'a jamais marché pour les enfants, tu crois que ça va marcher pour les adultes? Qui ne mange pas sa soupe, le type il a encore moins envie de la manger. Tu vois, donc, alors que si tu en fais un truc d'une adhérence esthétique, le rapport au beau, donc au beau geste, alors là, ça change tout. Moi, je dis souvent, un type qui adhère au Parti socialiste, ce qui est plus important, c'est la rose, ce n'est pas l'idéologie. Après, il nous balance son idéologie. Hein? Ceux qui deviennent écologistes, ils deviennent écologistes parce qu'il y a un certain style. Je ne veux pas le décrire, mais je décris à un moment donné. Il a le style écolo, et donc il est content, il s'habille un peu en vert. Il se met le truc cool et en même temps il se fait le côté marron bois et puis le côté sauveur, voilà, il a le truc. Et donc d'un seul coup, il s'identifie et sincèrement, même à l'intérieur même de son habit, il est heureux, il se sent bien, il se sent confortable. Même quand il marche, il se sent bien, il a l'impression qu'il est un vrai écologiste. Alors après, il y a l'idéologie, la narration. C'est la réflexivité, il adhère au sens de l'adhésion, mais d'abord au sens de l'adhérence. Aujourd'hui, on met la charrue avant les bœufs. On te met l'adhésion en disant il faut nanana, mais on ne construit pas
cette espèce d'esthétique qui fait que c'est désirable, les gens ils s'habillent. Le prof d'université, il veut ressembler à un prof d'université. Le type qui est un sage taoïste, moi je voulais être sage taoïste. À un moment donné, je me suis rasé les cheveux, je voulais me faire pousser une petite barbe comme ça. Je rajoutais par-dessus 2-3 phrases à la Lao Tzu, mais c'était juste la deuxième partie. La première partie, c'était... Non mais, sincèrement, les humains ne peuvent pas se passer de ça. C'est l'esthétique, comme dit Nietzsche, il n'y a pas plus profond que la superficie. Ça n'existe pas. Donc à partir du moment où on a oublié ça, on perd ce que j'appelle le sol d'adhérence, donc la mise en scène de soi, et on est dans une période de dépression mythique. Et alors on peut rajouter, pour essayer de résister, toutes les adhésions intellectuelles, etc. Il y a des types qui discutent, mais à la limite, ça se met à les intéresser quand ils peuvent faire le malin à la télé en faisant les intellectuels, et à nouveau, ils reviennent dans l'esthétique. Seulement ceux qui écoutent, ils s'en foutent. Parce qu'ils ne peuvent pas s'identifier. Ouais. J'ai trop parlé, ça c'est à Marwan. Posez une question à Marwan. Non, ça va. Oui, j'ai vu, je vous en prie, chère madame. Déjà, merci beaucoup pour vos deux présentations, c'est vraiment très pertinent. Alors, ma question, elle est plus ou moins philosophique. En fait, il y a un philosophe, je ne me rappelle plus du nom exact du philosophe, donc il parlait. Il a dit comme quoi on ne pouvait pas faire confiance en nos sens. Et il a donné l'exemple du mirage. Il y a Platon qui dit ça. Pardon ? On peut pas faire. Ça commence avec Platon. Il ne faut pas faire confiance à nos sens. Exactement, exactement. Il distingue le monde sensible du monde intelligible, dit que le monde sensible raconte n'importe quoi. Et donc c'est lui qui a donné l'exemple du mirage. Donc quand on a l'illusion de voir de l'eau alors qu'il n'y a pas, alors qu'il y a rien sur la route. Sur la route quand on voit quand on a l'illusion de voir de l'eau, donc il a donné l'exemple du mirage. Donc dans le contexte des transitions, j'aimerais bien savoir si il est préférable que l'humain prenne en considération ses sens, ou plutôt qu'il soit plutôt sceptique ou plutôt rationnel. Moi, je pars du principe que nous ne voyons jamais le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes. Je pars du principe que nous avons des lentilles de perception, nous voyons à travers nos lentilles de perception, mais on ne se rend pas compte que nous avons des lentilles de perception. Et donc, pour ta question, je crois qu'elle croise un peu ce que tu as développé comme angle mort, point mort, angle mort. Angle mort dans la perspective existentielle. Dans la perspective existentielle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais quelle attitude porter sur les transitions? Je n'ai pas de réponse claire parce qu'on n'agit jamais individuellement. Et donc, je pense que ça part d'abord de la question de la désirabilité. Qu'est-ce qu'on désire faire? Et donc ça passe par des conférences comme ça, par des gens qui ont la capacité de prendre des décisions, que ça vienne du bas plutôt que d'en haut. Mais je pense qu'un scepticisme, on va dire, réfléchi pourrait aider à savoir si cette transition elle est plus souhaitable ou pas. Parce qu'au bout du compte, c'est la question du collectif individuel. Ouais. Alors, ouais. Si je peux compléter. Bien sûr. En fait, ça dépend. Quand on parle du scepticisme, sans vouloir faire de l'érudition exagérée, si on parle du scepticisme antique, alors là, moi, je suis d'accord. Ou ce qu'on appelait jadis le pyrrhonisme, parce que c'est Pyrrhon qui est allé avec Alexandre jusqu'en Inde, qui est venu et qui a lancé ce mouvement sceptique. Ou si on parle du scepticisme actuel, qui consiste à être dans une attitude un peu maussade, voire limite dépressive. Moi, je suis sceptique, j'en sais rien, je ne sais pas, etc. Moi, je suis pour du scepticisme enthousiaste. En gros, le scepticisme enthousiaste, au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelait l'esprit critique. Voilà. C'est-à-dire le doute positif, de Montaigne jusqu'à Emmanuel Kant et au-delà de ça. Maintenant, si je prends ma casquette de ce qui était une de mes premiers travaux, c'est-à-dire la philosophie de la connaissance ou la théorie de la connaissance, puisque la question que vous avez posée, la question de l'illusion, c'est une question de théorie de la connaissance. L'illusion en tant que telle est vraie. Elle n'est pas fausse, l'illusion. C'est-à-dire que lorsque je vois des filets de lumière qui projettent une image, l'image est vraie. Ce sont des filets de lumière que je vois. La question, c'est l'intégration de ces filets de lumière, comme il le dit, dans mon propre scénario.
Autrement dit, c'est une question de perspective et d'interprétation. Mais en tant que tel, je pourrais dire que dans un sens, nous voyons le réel tel qu'il est en permanence. On le sélectionne, comme dirait Leibniz. C'est un philosophe que moi j'aime particulièrement, mais j'ai fait un long dialogue sur Leibniz avec Gregory Chaitin, mais c'est dans le cadre d'un travail sur les maths, etc. Donc je ne vais pas encombrer trop ce débat, mais moi ça me passionne. Ça, je vous dis, c'est qu'on perçoit la totalité du réel, puisque nous sentons toutes les variations du réel jusqu'au bout de l'univers. Par contre, nous ne sommes pas capables d'interpréter l'ensemble de ces variations, et nous les sentons tous de façon singulière, parce que ne serait-ce que parce qu'on est placé à un endroit différent, ces variations s'effectuent dans un ordre différent. Et comme ce que nous dit Leibniz, c'est que nous voyons tous tout, mais jamais dans le même ordre, le seul fait qu'on ne soit pas passé au même endroit. Et donc, comme on ne le voit pas dans le même ordre, on est obligé de réduire même ce que nous sentons à une interprétation qui est un résumé, qui est une réduction en fonction de nos fantasmes, en fonction de nos projections. Ce qui fait que je regarde le truc, je rêve en voyant ce film, mais ce film, il est entièrement réel en tant que c'est de la lumière et je vois les photons de lumière. Mais je me refuse à les voir parce que je préfère voir le film. Et au passage, même ce qui est projeté dans le film est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été filmés, qui sont réellement des gens, etc. Donc en fait, tout est vrai, mais c'est l'assimilation interprétative qui rend les choses, qui fait varier les choses. Mais en fait, tout est vrai. C'est le propre, je ne veux pas aussi entrer à notre niveau, c'est le propre de la méditation. La méditation consiste à se débarrasser de toute interprétation qui se superposerait, et donc en état contemplatif, on est juste devant une réalité qui n'est plus interprétée, qui est entièrement vraie. Mais dont on ne peut rien dire, parce que comme elle est entièrement vraie, je ne peux rien faire, parce qu'en fait l'interprétation, ça sert à être pratique. Je peux soit décider de tout savoir, mais de ne rien pouvoir en faire, c'est l'attitude mystique, le rapport, ouais. Soit d'interpréter et d'avoir des choses limitées qui peuvent me permettre de me tromper, mais en même temps qui me permettent d'agir, de piloter le plus rationnellement possible. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez le... Mais c'est aussi l'une des caractéristiques même du langage dans sa capacité interprétative, c'est qu'il n'est pas uniquement descriptif, il est aussi performatif. Comme je parle, je change en fait l'objet que je suis en train d'aborder. Et il y avait des expériences... C'est ce qui fait le langage humain, même en particulier. Carrément. La dimension... On peut carrément, avec le langage, changer l'expérience que nous avons eue, donc changer le passé en quelque sorte. Comment on se raconte ce qu'on a vécu peut changer ce qu'on a vécu. Et donc ça, c'est aussi à la fois un biais, mais aussi une... Peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est dans la théorie des actes de langage, que c'est un acte de langage performatif, un acte de langage non performatif. L'ensemble du vivant, les autres espèces ont des systèmes de communication très sophistiqués, mais ils sont performatifs. C'est plutôt, ils sont descriptifs. Et il y a une partie du langage humain qui est performatif. Par exemple, si je dis « attention », c'est performatif. Parce qu'en même temps, mais par contre, si je suis, souvent ce que je donnais, mais je ne sais pas si je peux dire ça au Maroc, mais ce que je disais donc c'est un transfert d'information qui se traduit par une action immédiate, qui n'est pas sujet à l'interprétation, qui est en tant que telle. Mais il y a une dimension non performative. La dimension non performative, c'est, imaginons, je suis dans un bar, je flirte avec quelqu'un, et je regarde quelqu'un, je dis... qui est vraiment belle. Est-ce que je suis en train de lui transférer une information, un truc qu'elle ne saurait pas? Non. Je suis en train de faire autre chose. Donc il y a une dimension non performative. C'est-à-dire, ce n'est pas pour lui apporter une information qui, en tant que telle. Et non, ce n'est pas un transfert d'information. C'est un rapport de séduction qui passe par une sorte par un type d'attitude qui ne dit pas ce qu'il dit. En fait, je ne dis pas, tiens, je voudrais t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas, c'est scientifique. Tu as des super beaux yeux. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui est en train de se jouer. D'ailleurs, celle qui est en face, elle sait ce qui est en train de se jouer. Et donc, chez les humains, il y a un développement outrancier de cette dimension du langage. Oui, une question? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Allez-y.
Je ne sais pas qui était en premier. C'est lui. La femme ah, bon, allons-y, allons-y. Ça, c'est performatif ou descriptif? Merci pour cet échange, parce que personnellement, je le vois comme un échange. De ma part, c'est une petite question clarification, parce que personnellement, je vois la transition comme un changement et une mise en adaptation de ces transitions. Aujourd'hui, on est en train de voir transition, le mot, sur une panoplie de domaines, mais autant qu'individu aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de vivre les transitions autant qu'individu, genre individuellement, ou on est dans l'obligation de les vivre en société? Parce que quand on parle de transition, on n'a jamais vu qu'un individu pouvait mettre en évidence ces transitions, mais je le vois aujourd'hui, dans un... on est dans un groupe. Quand on parle de transition que lorsqu'on est dans un groupe de personnes qui ont le même, je peux dire, mindset, qui réfléchissent dans les mêmes Aujourd'hui, quand on dit qu'un individu est en transition, on sait ce que ça veut dire. Et c'est individuel. Mais bon, anyway. Donc c'est juste une question qui m'est effleuré l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'individu, on est dans ce changement? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux vivre cette transition toute seule, ou je suis obligée d'être dans une société qui croit à cette transition? Par exemple, si on parle de transition énergétique, de transition dont on parle, il faut être collectif, je pense. Je sais pas ce que... Pareil, je pense qu'elle ne peut être véritablement effectuer et réussir cette transition que dans un plan collectif, sinon ça reste microcosmique. Mais ça peut commencer par ça. Moi, je suis plus dans l'école de l'interactionnisme symbolique, selon laquelle ce sont les philosophes américains qui ont dit que le fait social, le sens qu'on a, en fait, viendrait de nos interactions, donc d'où le mot symbolique. Et le capital symbolique, etc. C'est la mise en scène, c'est un jeu de rôle. Et je pense que c'est aussi une bonne métaphore pour voir les transitions dans le champ social. Même Howard Baker, il a écrit un livre qui s'appelle Outsider, pour le coup, et qui dit que même la déviance, c'est une pure construction sociale, parce que c'est la société qui crée la norme dont la transgression constitue la déviance. Donc, et elle-même, elle peut devenir une nouvelle norme. Et donc, il y a aussi ce concept de définition de la situation. Donc, on a la capacité, en fait, comme on est des êtres autobiographiques, on a la capacité de nous raconter des histoires. Mais ça peut, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut commencer par un individu. Ça gagne en terrain si elle a assez de désirabilité, assez d'esthétique et accessoirement assez d'érotisme, selon Raphaël. Je plaisante. Mais ça peut gagner du terrain et puis ça peut influer comme un feedback loop entre l'individu, le collectif et vice-versa. Non, moi je revendique l'histoire de l'érotisme, etc. Je pense qu'on n'a pas... L'érotisme, ce n'est pas de la pornographie. L'érotisme, toute la poésie islamique, par exemple, Ibn Arabi, etc., est emplie d'érotisme, même dans le rapport à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désir de Dieu, quoi. Mais il faut le prendre au premier degré. C'est vraiment du désir. C'est-à-dire que ça crée quelque chose, une tension interne. Si c'est l'équivalent de l'indésirabilité, c'est la théologie purement dialectique. À la fin, c'est pas ce qui provoque quoi que ce soit, de désir de transformation, et c'est pas ce qui nourrit la foi, in fine. Mais c'est pareil, on a besoin. L'autre manière de le dire, c'est qu'on n'a pas seulement besoin de croyance ou de connaissance, on a besoin de foi. Bien sûr. Giuseppe. Giuseppe. Technology. This could be a problem because then you can increase the divide within the society. So the rich people that can get access to those augmentation, and then also could be a problem within countries because there would be more developed countries that could do that
could afford it, and there are countries that will never achieve this. Also because some technologies are not free. They are protected by patents and other geopolitical limitations. Yeah. So I would think about this. And regarding ethics, well, in finance you have some standards that are called ethical, but in this way you can, as you said, you can even do things that are more unethical with applying these standards, because who is deciding these standards? Who is giving this rating? And so on and so forth. So at the end of the day, also this could be a big problem and somehow dangerous, because then the people that will decide, then they will have a competitive advantage. And thanks to this, they can access to the funds at cheaper cost and so on. Yeah. So I can say a word, but it's a question of power, and I think you can give us your insights about the power. Now, I don't think it's only between countries, it's between big companies and countries. The question of sovereignty or sovereignty, I think it's more crucial than ever to think about it. And your question about ethics was, c'était la question du pouvoir aussi. I think there are two questions in what you said, and two main questions, of course, because it's very broad, very big, what you actually asked. The first question is, I think the fact that we will say the richest countries, like the North and everything, we are preventing, we are even forbidding the countries, like for instance some countries that are in Africa and all that, to do what we actually did. Saying, yes, of course you will develop financially, but we can't afford it anymore on a global scale, because otherwise, I mean, if you do it, we are not going to breathe anymore. So the only solution, like very practical reason, aside from all those theory that it's a tax, a global tax. A global tax to maintain the equilibrium, to say, okay, we forbid you, for instance, let's say about Congo. We forbid you to use all your woods and to cut everything because we need it to breathe. But we are going to pay for that because the sacrifice you're making it also for us to breathe. I agreed with what was called the Tobin tax. And I think it's even not enough, the Tobin tax. It would have to be more, but we don't even have the Tobin tax. So it has to be, we have to have a global tax system to maintain an equilibrium and to allow a real development on the planet. But instead of that, we prefer to pretend that we are paying for the developing countries. So in paying, we are controlling them, orienting them in the direction we want that is more favorable to what we need. Well, if there was a tax system, a global tax system, that will be much more helpful. So we will pay to help them, we will pay for their sacrifice. And so it will be more, so that's the first thing. And the second thing, it's about ethics, deontology, and all that, with all those principles. And you ask the question yourself, who is actually writing those principles? Again, it's what you said. It's a question of power. So how can we go beyond this question of power? But the only way will be to have some kind of a global power. Some of a global power that will be a real power, not the amplification of the different powers like what is the UN right now. Yeah. Not that. It can't work. And with the Security Council, that is just like the most absurd council ever. Nothing will come out of that. It's impossible. I mean, I don't want to enter into very sensitive subject here, but what is doing the Security Council for the actual problem in Palestine? Nothing, because it can't do anything. It's just a question of power. What can you do? It's just the reflection and amplification of the powers that already exist. What can you do with that? Nothing. I don't have any solution.
on that. But the international government is something that's really wanted by the transhumanist thinkers. They think if we have one government, and with what Raphael was saying, we would have a better way of dealing with ethical things. And just developed countries, I think, yeah, the North maybe is technologically more developed, but Africa, it's culturally way more developed. And my fear or my anxiety is how can we keep up with technological innovation and development without sacrificing the richness of our cultures. And I think that's going to be one of the biggest challenges. It's true that we haven't talked about a subject here, a very sensitive one. It's political transition. Yeah. And political transition is not exactly what we mean usually. For me, when I'm thinking about political transition, I'm not thinking about what is happening in one country, France or Morocco, or no. Political transition is to rethink what is supposed to be politically legitimate on a global scale. How can we think a new politics? To think about new politics, when Marwan is talking about a government that will be global, maybe it's not a government that will be global in the way is a government now. Because you know, when you had tribes, there was a way to administrate the tribes according to the scale. Yeah. And when you had cities in Greece, there was a way to administrate cities. And after there was federations of cities, the Delft League, there was another way to think about it. And after there was the nation state, there was another way. But so now we are facing global. That doesn't mean that we will have a global nation state. So people are scared to say, oh, global nation state. It might not be that. It might be like, let's think about Switzerland. Switzerland doesn't really work like a nation state, in fact. We call it nation state from the outside, but it doesn't work like a nation state. You have what they call the cantonal system, where you have people that have a very important power, you have different languages, and at the same time, all those interests are coordinated. So maybe we will imagine on a global scale something that in a way will be more regional, even more national on a certain level, when it is a regional problem, when it is a specific problem to the city, you know? And at the same time, when there are global problems, that will be dealt on a global level. So maybe now this kind of governance will be possible because the evolution of technology. So because teams, you know, so you will have a council that will make people meet with someone that is local, that has a certain power because it's a local necessity, and at the same time someone that is global, and they will be both legitimate, and they will decide on this level. We could think about this kind of new politics. Of course, when I'm saying that, it seems new, and it seems like a utopia. And literally, it is a utopia because it's nowhere. It's what means utopia. But it could be somewhere. It's what I call concrete utopia in my work. So it's a utopia that is more concrete than the abstract world in which we are living now, that is full of conflict because it's not adapted to what we really collectively desire. But we don't know how to get out of that because there are the inertia, the governments and the nation state and all these things with all those conflicts. So I think we have to think concrete utopia, something that is nowhere right now, but is more adapted concretely to what we actually need. All right, you got the message. It's not like it. All right. See, if you have other questions, or in English or French, please avoid Darija, or if you want to ask him a question in Darija, you can. Accepted as well. No, Darija is accepted, I'm sorry. Yeah. It's just that I will not understand anything and I feel frustrated, but that's fine. I will translate it. I will translate. A question in Darija? No? C'est bon? So, j'espère que we hope that you will come and you will be very numerous for the next sessions. Maybe we can say when? Yes, and... Comment? Next Monday? Yeah. It's pas next Monday, are you kidding? Really? Ah yes, it's true. No, I think it's true. I think you're right again. Donc I always think that you're playing chess, but no, you're following.
Je crois que c'est... Non, c'est 3, ouais. Il a raison, je crois. C'est le 10. Le 10. Mais en tout cas... Ah, mais c'est ça alors. On va commencer des séminaires à la fois de la part de nos résidents, des séminaires aussi inauguraux comme ça, mais aussi un cycle de penser les transitions, c'est le titre des séminaires de la chaire des transitions. Donc ça commence normalement dans la rentrée 2025-2026, mais jalonné avec des séminaires qui vont en fait être placés avant pour préparer le terrain, mais aussi pour faire connaître un peu les travaux de la chaire. Donc nous vous invitons à suivre notre page LinkedIn. Nous sommes aussi présents sur Instagram et on nous publie. Pardon? Et TikTok aussi. On a TikTok, on a tout. On a même TokTok nous maintenant. On a TikTok, TokTok, TikTok, toutes les combinaisons. Nous communiquons sur les événements quand même un peu avant pour que vous puissiez aussi vous préparer en conséquence. Donc, le 27, il y a la conférence inaugurale de Giuseppe. Qui est là présent. Voilà, avec qui est présent. Qui va parler de son travail et normalement l'idée c'est qu'il va parler du grand projet qui a fait qu'on l'avait sélectionné pour venir ici. Et le 6, voilà, on a la conférence inaugurale de Hanan qui nous expliquera. Qui est aussi présente ici. Et qui aura aussi un atelier, qui va diriger un atelier. Ouais. Exactement. Donc vous voyez que c'est très riche. Donc, please participate. Et là, c'est un séminaire, mais là, c'est un séminaire qui ne sera pas dans le séminaire Penser les transitions, mais qui est un autre séminaire de la chaire des transitions. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et pour vos remarques. Merci à vous, merci de votre présence.